puisse sentir que la nourriture. Parce que quand j'ai l'habitude de le dire, l'espoir, c'est ce qui vous permet de maîtriser. Et c'est ce qu'on entend en Guinée. Dès que tu veux parler au Dieu nous a donné deux choses. Ce qui relève de lui et ce dont il nous a donné la responsabilité. Le jour de ta naissance, ce n'est pas ton affaire. Le jour de ta mort, ce n'est pas ton affaire. Ton thème, ce n'est pas ton problème. Ta race, ce n'est pas ton problème. Tout ça là. Mais quand tu deviens malhonnête, alors qu'il a envoyé combien de prophètes pour vous dire prenez ce chemin. Quand tu es malhonnête, tu dis c'est ce que Dieu a voulu. Ce que tu peux, tu le fais. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah pour venir à Médine avec Abou Bakr, avec Zaïd, avec Ali, avec Aïcha, Khadija était déjà décédée peu de temps avant qu'ils ne viennent. Quand ils sont venus, les premières prêches, ils disaient aux gens de Makkah, aide en Dieu. Même le Dieu se fait aider. Nous devons soumettre à la religion de notre volonté le changement de vie. Plus on met de temps, plus la tâche sera impossible pour nos enfants. Nous allons leur donner les bagages dont ils ne pourront pas supporter non plus. Ils vont remettre aussi les mêmes bagages, sinon plus. Parce que le temps passe. On entend parler aujourd'hui de start-up. Start-up. Un petit pays ville comme Singapour, et je sais de quoi je parle parce que j'y ai été. Quand vous voyez le nombre d'innovations qu'ils font, prenez tous les records, vous verrez qu'ils sont avec la Suède, Singapour, le Danemark. Ils viennent même avant tous ces grands pays. Ceux qui innovent. L'innovation, c'est quoi? Un problème se pose aux hommes. Il faut réfléchir comment résoudre ce problème. Et tu mets en marche ton intelligence pour régler le problème. Moi, peut-être qu'il y a des experts parmi vous qui peuvent m'aider à résoudre un problème. Quand on se lave très souvent, on lave très mal le dos. Comment inventer une machine à fixer dans une toilette? On vient simplement mettre le corps et puis ça fait. Les idées, il faut les trouver. Les États-Unis sont à la pointe de l'innovation et des inventions parce que là-bas c'est populaire. Tu as une idée, tu vas à un bureau, tu vas te faire inscrire. On va vérifier si ce n'est pas encore breveté. Si ce n'est pas breveté, tu as le brevet. Et toi, tu cherches, ils vont t'aider à chercher quelqu'un qui peut t'accompagner pour le mettre en application. J'ai fait un voyage pour une conférence. J'étais avec un de mes amis dont le neveu était en vacances. Il s'est fait accompagner par son neveu. Mais la distance était longue. Et dès qu'on est arrivé, le matin déjà, il fallait aller dans la salle. Moi, j'ai amené une mousse, lui, il a mis tout en valise. Quand il a sorti, c'était une défroque. Il n'a pas pu s'habiller parce que tout était froissé. Il appelle l'hôtel dit ça prendra 1 heure. Son neveu l'a observé. Il y a aujourd'hui ce que vous appelez des mini-kits. C'est-à-dire, il a inventé ce jeune homme, ce garçon, qui était en électronique. Il finissait ses années. Il a conçu un petit thermos de rien du tout, avec un bec où il y a des trous. Tu branches, en 2 secondes, la vapeur commence à sortir. Tu
prends ton habit, tu mets, ça te repasse comme si c'était parti chez le blanchisseur. Aujourd'hui, il est multimilliardaire, ce que l'innovation, c'est ça. Quelles que soient les définitions qu'on donne aux start-up, il faut savoir imaginer. On le peut dans tous les secteurs. Comment faire pour que d'abord nos statistiques soient justes? Tout ce que je vous ai donné là comme statistique, j'ai donné, hein, parce que simplement, pour besoin de commodité, mais je ne crois pas. On n'a pas de statistiques. Et alors que l'état civil n'est même pas maîtrisé, vous pensez qu'une famille qui se trouve à 100 km de la préfecture, un enfant naîtra là-bas, ils vont marcher pour aller déclarer leur enfant? Il faut se dire que près de 60% de nos enfants n'ont pas d'état civil. J'étais Premier ministre, ce sont des programmes que j'avais dévalés. Mais le temps n'a pas permis. J'ai dit qu'il faut aller maintenant vers ces gens-là, au lieu que les gens se déplacent vers l'administration. Dans chaque village, on peut trouver un au moins qui sache écrire et lire. Prenez-le. J'ai dit à la ministre de la Santé, prenez-le. Si vous lui donnez même 300 000 par mois, qu'il ne gagne pas aujourd'hui, il sera content. Mais chaque fois qu'il y a naissance, qu'il puisse venir. Ainsi, on aura des statistiques fiables. Et dans votre pays, on ne connaît pas le nombre de naissances, on ne connaît pas le nombre de prisonniers, on ne connaît pas le nombre, tout ce qu'il faut connaître. Comment voulez-vous que le développement soit programmé? Ce qui doit être fait dans 25 ans, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Quelle est la femme qui sera en attente d'un enfant et qui ne fera rien, qui ne préparera pas de l'AET, qui attendra le jour de la naissance de l'enfant pour lui donner tout ça? Cet enfant va survivre. La population aussi, c'est comme ça. Plus il y a de monde, plus nous aurons besoin de dispensaires, d'hôpitaux, de routes, d'écoles. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut programmer tout ça. Dans 25 ans, combien serons-nous? Commencez à investir maintenant pour que les nouveaux venus ne soient pas nus comme le bébé qui n'a pas eu de l'AET. On peut tout, à condition qu'on s'en donne les moyens. D'abord, les moyens de réflexion. Je compte sur vous, vous qui êtes là, vous qui avez eu un avantage, parce que voyager est un avantage. Mais tous ceux qui voyagent n'ont pas le temps aussi d'observer. Tous ceux qui observent n'ont pas le temps de comprendre. Tous ceux qui comprennent n'ont pas le temps d'appliquer. La connaissance est un processus. On commence par un point, jusqu'à l'application. Tant qu'on n'a pas appliqué, c'est qu'on n'a pas du tout compris. Ou on n'a pas du tout appris. Vous représentez beaucoup pour nous. Je crois que si je ne lâche pas la parole, c'est la parole qui va me lâcher. Parce que ma voix commence déjà à s'envoler. Et en plus, bientôt je dois reprendre. Bien sûr, je suis allé à Tondon, où j'ai passé une nuit, dans la chaleur, dans l'obscurité. Mais quand je leur ai demandé, le matin à la réunion, les problèmes de Tondon, je vais commencer par le plus important. Ils ont dit, on n'a pas de couverture GSM. On capte le Libéria de temps en temps, mais on est coupé de la Guinée. Ils n'ont pas parlé de courant. Deuxième, ils disent qu'il y a un bac. Parce que Tondon est presque une île. Le bac ne marche plus. Mes collègues notaient tout ça. L'électricité n'est venue qu'en 5e position. Mais si vous êtes assis, vous concevez vos programmes, vous allez vous tromper. Parce que vous répondrez à des besoins qui ne sont pas les besoins premiers des populations. C'est pourquoi concevoir les 100 propositions que nous avons faites
en 2010, ça nous a pris une année de marche. On est allé dans chaque contrée. Nous avons pu capturer les problèmes. Et je vous serai très reconnaissant. Mon souhait est que vous soyez tous PDN, bien sûr. Mais si vous ne l'êtes pas, accompagnez-nous à bien mener notre programme, à bien consolider notre programme. Cela suffira pour qu'on vous dise merci. Bien, mesdames et messieurs, une fois encore, merci d'avance. Nous avons écouté Nafiaté avec beaucoup d'attention. Comme on le dit souvent, il n'y a pas photo. Aller vers le peuple de Guinée, c'est en ça que l'on peut recueillir ce que veut la population. À l'heure actuelle, au moment même où on les demande avant de se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il vient de dire pour Tondon, j'y étais présent, on ne me l'a pas dit. J'ai participé, j'ai assisté. À Tondon, il n'y avait pas de téléphone, rien du tout. Et c'est grâce à lui, toutes les promesses qu'il a tenues pour Tondon, il les a réalisées. Aujourd'hui, à Tondon, tu peux te coucher dans ton hameau là-bas, appelé partout à travers le monde. C'est grâce à son excellence. Le bac, quand nous venions, ils ont fait tout le moins possible pour qu'ils puissent nous faire traverser sur le bac. Mais je vous assure que c'est les populations eux-mêmes qui tenaient la corde pour la tirer, afin que l'on puisse traverser. J'ai vu d'autres personnes faire traverser des motos dans des pirogues. Je ne peux pas vous dire combien de fois c'est dangereux, surtout pendant la saison d'hivernage. Mais le bac, il les a offerts. Les câbles, aujourd'hui à Tondon. Et ce n'est pas tout une dernière chose, parce que j'en finirai pas. Il y a un forage et une école. Avant même d'arriver à Badi, quand nous sommes arrivés là, les élèves ils mettaient au moins 15 à 20 km pour y aller à l'école le matin. Imaginez toute la brousse qu'ils vont traverser. Donc quand ils partaient, ils restaient là-bas pour toute la semaine. Ils ne revenaient que le samedi. C'est lui qui les a offert l'école. Et actuellement, l'école est opérationnelle. Le forage, c'est lui. On l'appelle Kouyaté Raillé. Il promet, il le réalise. Ça, j'en suis convaincu, parce que j'en ai été témoin. Donc, nous allons passer à la séance des questions. S'il vous plaît, on va être un peu bref parce que le temps nous est imparti. On va commencer par M. Bangoura Oumar. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure dans votre discours, vous avez parlé de la fonction publique guinéenne, qui est remplie de travailleurs dont l'âge est atteint par la retraite, pendant que les jeunes sont au chômage. Dites-nous, concrètement, quel est le mécanisme que vous envisagez de mettre en place pour désengorger cette fonction publique afin d'y employer des jeunes qualifiés et compétents? Et question bonus, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Pourquoi vous avez refusé d'occuper votre place à l'hémicycle guinéen, à l'Assemblée nationale? Merci. Le mécanisme pour désengorger la fonction publique, j'en ai plus ou moins parlé. Il faut élaguer d'abord, faire un état des lieux, ce qu'on avait commencé en 2008. Savoir qui fait quoi, qui a été engagé, remettre tout en ordre pour pouvoir détecter
ceux qui trichent, qui sont là. Dans l'enseignement, on a trouvé qu'il y avait, si j'ai bonne mémoire, près d'une centaine d'enseignants qu'on payait qui n'existaient plus, qui ne vivaient plus. Mais chaque fois qu'on montre les chiffres, les 100 font partie. C'est moi qui dis 100, mais ça pouvait être même plus. 1552 fonctionnaires fictifs. Pardon, combien? 1552 fonctionnaires fictifs. Que mon contrôle a découvert. Sans cet état des lieux, tu ne peux pas faire grand-chose. Il faut faire d'abord l'état des lieux. Deuxièmement, comme je le dis, même si c'est un effort ponctuel que l'État doit faire, et on le peut, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage aussi au sein de l'État. Tous ceux qu'on trouvera comme ayant dépassé l'âge limite de la fonction publique, il faut les accompagner un peu, leur donner des fonds pour que demain, il ne soit pas un problème pour l'État. Ainsi, on les dégage. Ce montant forfaitaire qu'on donne, en leur disant des merci, on le peut. Mon épouse a donné un petit montant à des femmes de Katep à Koba. Ils sont venus la trouver pour lui dire on veut faire du jardinage. Quand elle donnait, j'ai dit ça sera perdu. Les gens, elles vont bouffer. Mais on leur a expliqué comment il fallait faire. Et je vous assure, elles ont suivi. Je ne rentre pas dans le détail. Aujourd'hui, elles ont une plantation de palmiers et un champ de riz. Un compte bancaire. J'ai eu 2 cas comme ça. À Koba et à Beila. Vous pouvez demander à n'importe qui. Donc, pour peu qu'on éduque, qu'on appelle, parce qu'on leur a dit, l'argent qu'on vous donne pour votre culture maraîchère, ça ne vous appartient pas. Si vous êtes malade, ne prenez pas. Si votre mari est malade, ne touchez pas. Votre enfant est malade, ne touchez pas. L'argent de l'entreprise que vous formez a sa personnalité, ce n'est pas vous. Et elle a pris soin, elle a collecté beaucoup de médicaments qu'elle est partie confier à l'infirmerie en donnant à l'infirmière les noms de toutes ces femmes qui sont venues. Quand elles ont des problèmes, au lieu de toucher à l'argent, elles n'ont qu'à venir ici. Et on les a informées. Pour éviter qu'on bouffe le capital. Le Guinéen bouffe le capital. Le Guinéen bouffe le capital. Si tu bouffes le capital, comment tu vas avoir un bénéfice? Et cela me donne l'occasion de vous dire aussi, on a tout ce que nos sociétés traditionnelles avaient de bon, on a tout laissé. Ce que la société moderne vers laquelle on veut aller, tout ce qu'elle a de bon, on est d'accord. On se met à table, on prend les fourchettes, on écoute la musique audio, le truc. Mais quand eux là, ils investissent dans une entreprise, j'ai passé tout de suite, j'ai vu une entreprise, c'est mis 1860, ça existe encore. À la CEDEAO, j'ai fait faire une étude par mes experts. Combien d'entreprises survivent encore, créées en 1960 par nous? On a trouvé que la moyenne de vie d'une entreprise chez nous, ça n'atteignait pas les 8 ans. On dit que les Blancs n'aident pas, les Blancs n'aident pas. Notre aide à nous, c'est de donner directement. Mais quand vous faites une entreprise qui dure 100 ans, 150 ans, 300 ans, oui ou non vous aidez? Parce que ce sont ces entreprises-là qui donneront du travail aux autres. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé, à propos de certaines richesses que je connaissais, notamment au Sénégal, Ndjirimbaye et Djouga Kébé, ceux qui sont là ont dû les connaître. J'ai demandé au président Abdou Diouf, j'ai dit, mais Ndjirimbaye est mort, Djouga Kébé est mort, et leurs entreprises. Il dit, écoutez, c'est dommage, tout a été dilapidé par les familles. On va continuer comme ça? Pour la fonction publique, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je souhaiterais faire.
Même si c'est notre gouvernement qui peut accepter l'idée de moi, ils n'ont qu'à dire que c'est d'eux. Mais je suis prêt à leur donner, ils n'ont qu'à faire, simplement. Parce que tant qu'on n'élague pas, ça n'ira pas. Deuxièmement, pourquoi j'ai refusé d'aller à l'Assemblée? C'est le refus de l'injustice. En 2013, l'opposition a gagné cette élection. Ce n'est pas les deux députés du PDN qui ont fait que je ne suis pas allé. Bien que j'aurais eu toutes les raisons d'ailleurs de ne pas aller. Quand le président de la République vous appelle, après une rencontre à Paris, organisée par le président Diouf, parce qu'il avait une peur bleue pour cette élection de 2013, le président Diouf m'appelle. Il me dit, je veux que tu rencontres ton président. Je dis, le président, je ne veux pas. Il dit, non, il faut le faire. Finalement, je ne peux rien refuser, alors je vais. On n'est que 4 dans la salle. Il m'exprime ces sentiments qu'il a peur pour ces élections qui viennent. Et que très souvent, quand je parle, les gens m'écoutent. Il faut que je calme la situation. Je réponds devant le président. La meilleure façon de maintenir le calme, ce n'est pas mes propos. Il n'a qu'à faire des élections transparentes, crédibles. Il s'est battu dans l'opposition 40 ans, dit-il. Il est arrivé. On pense qu'il va appliquer la démocratie. Il n'a qu'à l'appliquer. Il veut discuter, le président dit, écoute, fais des élections transparentes. Et moi, je lui dis, si aujourd'hui, parce que j'avais la certitude, je dis, si aujourd'hui il fait des élections transparentes, le PDN, au Bas-Mont, aura 15, au Frémont, aura au moins une vingtaine. On discute tout ça, et il dit qu'il va faire des élections transparentes. La veille de l'élection, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la première fois que je le dis en public. La veille de l'élection, mon téléphone sonne, c'est lui. Ah, je veux que tu viennes. Je dis où? Il dit à la présidente, je dis je ne veux pas. Pourquoi? Je dis, demain c'est l'élection et tu veux que j'aille chez toi? Je dis je ne veux pas. Il dit, bon, est-ce qu'on peut se rencontrer à tel lieu? Je dis d'accord. On est parti. Il dit alors, c'est pour venir être rassuré des conclusions chez le président Diouf. Je dis, les conclusions, c'est que tu feras des élections transparentes. Il dit oui. Il dit, mais tu as parlé de 12, 20 députés. Je dis, c'est pas pour te demander, moi je ne te demande rien. Je dis que je suis sûr que j'aurai. Il dit, non, tu n'auras que 2 députés. Je vous jure sur ce que j'ai mangé aujourd'hui. Un président, chef de l'État, garantie de la Constitution, garant de la Constitution, peut vous dire ça et que vous acceptez le résultat? Je n'ai que 2. Parce que je sais ce qui s'est passé. Il est allé là où il fallait donner l'argent, il a donné, et à la Cour suprême et à la CENI, barrer tout, Kouyaté doit avoir 2. C'est comme ça que vous voulez que votre pays marche? Non. Je ne suis pas prêt à adhérer à ça. Vraiment. Bien, j'espère que M. Bangoura va intervenir après. Bien, donc, puisque nous avons une liste qui est longue, il faut la raccourcir, hein, voilà. parce que là, le temps manque. Voilà, je voudrais juste informer les uns et aux autres qu'il y a le site du PDN, pdnfrance.org, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, et que ceux qui n'auront pas l'occasion à poser des questions aujourd'hui seront répondus aussi sur le site. Donc, la réaction, ça sera instantané. Donc, il suffit juste d'aller sur le site et puis poser vos questions, pdn.org.fr, en tout cas tous les noms de domaine. Donc, pour le moment, je vais donner le micro à mon ami qui va appeler les gens et puis vous allez poser vos questions. Merci. Je vais poser une question léger. C'est M. Fadiga. Donc,
sincèrement, moi, je milite pour la rupture avec l'ancien système. L'ancien système, je veux dire quoi? Je ne crois pas pouvoir faire du neuf avec du vieux. Moi, je vais aujourd'hui, en 2020, un jeune à Serotouléa. Ma question sur l'emploi, je vais juste vous demander, quand vous parlez des entreprises, Monsieur le Président, on sait aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui partent par simple spéculation. C'est parce qu'ils ont trouvé ailleurs, ils veulent aller réinvestir là-bas, sans se soucier des travailleurs qui vont laisser sur le carreau, ils plient bagages et l'État ne fait rien. Vous, quand vous serez au pouvoir ou quand votre parti aura les mots pour décider en Guinée, quelle sera la politique que vous appliquerez pour empêcher les entreprises à partir comme ça et en laissant les gens sur le carreau? Ma deuxième question, ma troisième question, le peu de travailleurs guinéens sont pauvres. Vous imaginez, Monsieur le Président, le SMIC à 460 000 francs guinéens. Moi, je dis que c'est une insulte. C'est pourquoi même je peux en déduire que s'il y a la corruption en Guinée, c'est parce que les gens sont mal payés. Quand vous serez au pouvoir ou quand PDL